Donc, au Monticule cette semaine, on reçoit ce que j'aimerais appeler et nommer comme une pionnière du hockey junior au Québec. Parce qu'on le voit dans la Ligue professionnelle de hockey féminine qui fait ses premiers pas cette année. C'est incrusté dans le sport féminin de voir ces femmes-là faire des pas tranquillement dans différentes sphères du sport et surtout dans le hockey qui a souvent été connu comme un sport masculin. Et là, de voir des premiers pas au niveau d'entraîneuse, c'est quelque chose. Ben, notre invité aujourd'hui fait partie des premières femmes à être entraîneuse et ou entraîneuse adjointe dans la GMQ. Voici Tricia de Guire. Salut, comment Salut, ça va? ça va bien toi? Merci de m'avoir aujourd'hui, c'est vraiment gentil. Ben, merci à toi de prendre du temps dans ton horaire qui est, ce que je peux le croire, quand même assez chargé avec le junior. Vous êtes assis soit sur la route ou en match. Donc, c'est le fun de pouvoir réussir à prendre comme un 2 secondes puis d'avoir une discussion ensemble à travers ton parcours dans le hockey parce qu'honnêtement, tu fais partie en fait de la deuxième, ce qu'on se parlait il y a quelques minutes, là, deuxième coach dans la LHJMQ. Honnêtement, est-ce que tu le savais avant d'avoir la possibilité de coacher avec le Phoenix? Je pense pas que ça a été quelque chose que j'ai pensé, donc je savais pas exactement qui avait été avant moi. Puis c'est par la suite là, que j'ai rentré en contact avec des gens qui avaient déjà coaché, là, comme on parle de Mylène qui était au Cantonnier aussi de Magog là, pendant une année. Puis c'est là que j'ai vraiment réalisé que c'était plus grand que je le pensais. Puis c'est une expérience que c'est ça, ça a juste été comme vraiment là, euh, incroyable de voir que j'ai eu l'opportunité de faire ça. Et justement, le hockey dans ta vie, parce que là, j'ai fait le tour un petit peu. Tu as fait quand même t'as une carrière quand même dans le hockey en tant que joueuse. Mais de où c'est parti la passion de vouloir jouer au hockey? Pour vrai, souvent, comme je dis, c'était pas tant une place où ça le parti. Je pense que c'est vraiment mes parents m'ont déposé sur la glace. Puis à chaque semaine, je m'améliorais, puis je m'améliorais, puis je m'améliorais, puis je m'améliorais. Puis ça faisait 2 semaines, ma mère n'était pas venue me voir. Puis elle était, mon Dieu, elle s'est donc bien améliorée. Fait que je pense que ça a vraiment commencé toute seule avec un petit feu à l'intérieur de vouloir essayer. Puis ensuite, on est parti du bon côté, puis ça allait bien. Et j'ai vu que tu es gardienne de but. Honnêtement, là, probablement chapeau, là, être gardien au hockey, pour l'avoir fait un petit peu par plaisir avec des amis dans la rue ou sur la glace, c'est extrêmement difficile. Comment tu as eu le goût d'être gardienne? Est-ce que, comme tu le disais, quand tu t'es fait mettre sur la patinoire, ça a été un endroit directement où tu t'es dirigé ou c'est par la suite c'est arrivé? Ça, c'est une longue histoire, mais quand j'étais plus jeune, on avait une gardienne qui était correcte avec nous, puis j'aimais vraiment ça, scorer des buts, puis j'aimais vraiment ça être à l'avant, mais on perdait souvent. Puis c'est là que j'ai vraiment décidé d'aller arrêter les rondelles pour elle, puis ensuite aller les scorer. Fait que là, j'ai demandé à ma mère de faire le switch. Puis ensuite, dans une autre équipe avec qui j'étais avant, on avait adoré la gardienne. C'était ma meilleure amie dans l'équipe. Donc, je pense que juste les liens de connexion, puis le vouloir d'arrêter les rondelles, j'ai fait le switch. Puis ça a été long, par exemple, avec mes parents disent oui, ça a pris 2, 3 ans, même 4 ans, là, à être sur le bord du bain. Ben, là, s'il vous plaît, maman, j'aimerais ça vraiment être gardienne de but. Puis avec le temps, on a décidé d'essayer. Puis je pense que ça l'a fait une bonne conclusion pour l'instant. Et à quel moment, dans quelle catégorie que tu as vraiment eu les premières expériences ou les premières fois où tu t'es dit, OK, j'ai peut-être un certain talent, une certaine qualité de jeu comme gardienne qui peut m'amener à un certain niveau? En fait, c'est vraiment un coach qui m'a demandé d'essayer le Atom 2B dans ce temps-là. Il y avait Atom 2B puis Atom 2C. Puis ça a été comme ça que ça a commencé. J'étais dans une autre équipe avant, puis j'aimais tellement ça que je me pitchais partout, puis j'essayais vraiment de tout arrêter, que le potentiel était là. Puis c'est vraiment un coach qui était venu me chercher, qui m'a demandé là, d'essayer le camp du 2B. Puis cette année-là, j'ai fait l'équipe à tombe 2B. Donc, c'est de même que ça a commencé. Puis ensuite, on a continué avec les gars là, à ce niveau-là là, pour continuer de percer les aliments là, dans le double lettre. Et justement, là, le hockey féminin ou les équipes féminines, ça a pris un certain temps avant que ça arrive. Donc, tu as eu une certaine expérience avec le hockey masculin. Jusqu'à quel moment tu t'es dirigé dans le hockey masculin? Puis à un moment donné, tu as eu à faire une transition vers vraiment seulement des équipes filles. En fait, je fais juste reculer un petit peu sur ta question. Tu as dit que ça prenait beaucoup de filles. Puis il n'y avait pas beaucoup de filles dans le temps pour faire une équipe, mais nous, ça prenait des filles novices, atomes, bantam et midget pour faire une équipe de filles dans notre année.
Puis on jouait contre des gars qui étaient comme Pee-wee 2, Pee-wee B, je veux dire, puis on jouait comme des calibres plus forts. Donc, dans mon temps, il n'y en avait pas tant que ça. Fait que c'est pour ça que dès mon jeune âge, je te dirais 8, 9 ans, 10 ans, là, j'étais déjà avec les garçons. Puis c'est là que j'ai continué là, à développer mon hockey avec les garçons, jusqu'au midget espoir, là, avec le triélique. Ensuite, j'ai fait le switch pour aller à Stetson College avec les filles encore. Fait de ce que je comprends, c'est que tu avais un groupe d'âge assez mélangé quand tu as commencé à un peu avoir une action une équipe de filles. Donc, tu disais novice? C'est Ouais, quoi ça mélangeait comme atomes. Il y avait des filles qui étaient novices, dans le fond, une fille qui était novice. Après ça, il y a des filles qui étaient atomes, pee-wee, bantam. Puis là, il y avait une fille midget qui était vraiment un petit peu plus vieille que tout le monde, tu sais, qui allait déjà au secondaire. Puis nous, on était toutes au primaire. Puis on mélangeait tout ça pour faire une équipe, pour avoir 13 filles. Là. C'était même pas une équipe de 20-25 filles. Là. C'était pour être juste pour jouer puis avoir une saison de hockey. Fait que c'était vraiment incroyable dans mon temps. Wow! Non, c'est quelque chose quand même si tu mélanges plusieurs niveaux puis plusieurs moments d'apprentissage pour réussir à faire seulement une équipe. Là, tu dis que c'est Midget Espoir que ça t'as commencé à jouer vraiment plus avec seulement les filles. C'est avec le triolet. Après. Après? Après Midget Espoir, oui, exactement. Donc, j'ai joué jusqu'avec les gars Midget Espoir. Parce que j'étais allée au camp Midget 3. Je me suis fait couper avec les cantonniers. Puis là, c'est là que j'ai transféré à Sunset College avec les filles. Donc, ça a été comme 10 ans, 11 ans plus tard, le même 12-13 ans plus tard, là, que j'ai retourné dans le hockey féminin. Mais heureusement, aujourd'hui, il y a vraiment une bonne structure là, au hockey féminin qui est développée. Puis, pas mal plus de chances d'avoir des équipes de filles. Oui, c'est sûr, surtout avec, comme on le disait tantôt, la Ligue professionnelle de hockey féminine, ça va amener, je crois, et on peut me corriger si c'est le cas, je pense que ça amène un moyen de voir l'avenir pour les jeunes joueuses qui vont se dire, ben, j'ai un objectif, ça n'arrête pas à un certain point où on m'oblige d'arrêter de jouer, là. Je peux continuer jusqu'à temps que je sois tanné de jouer si jamais mon corps fait, c'est la fin, un peu comme un athlète au hockey professionnel ferait, ben là, les filles peuvent le faire aussi. Puis je trouve ça beau. J'ai vu, je ne sais pas si tu as eu la chance de voir la vidéo de la présentation de Marie-Philippe Poulain puis Sarah Nurse hier. C'était super beau de voir juste toute l'émotion de tout le monde, de voir ces femmes-là qui ont travaillé pendant tellement d'années se rendre à ce niveau-là, de dire vous êtes reconnus pour ce que vous avez fait. Puis elle a aussi fait un speech, à tout le monde en parle. Elle mentionnait à quel point c'est tout le travail qui est fait en ce moment. C'est comme un honneur qui est offert aux femmes qui étaient là, même avant eux, de dire tout le travail qui a été fait à travers ça pour réussir à permettre à ces filles-là d'avoir un salaire, d'avoir ça. Je ne vais pas aller trop vite parce qu'on va en parler tantôt, je veux ton opinion là-dessus. Là. Mais avant, tu le disais, tu as joué avec Stansted College, j'ai vu que tu as joué avec les Cougars de Champlain, avec l'Université McGill, tous ces niveaux-là. Peux-tu nous parler un peu là, de à quoi ça peut ressembler la saison avec le cégep du Cougar de. Bon, je vais réussir à le dire. Les Cougars de Champlain ou avec l'Université McGill. À quoi ça peut ressembler une saison? Puis, peux-tu nous parler un peu de la compétition aussi au niveau, ça, entre les garçons et les filles? Ça peut ressembler à quoi, la compétition au niveau des Cougars ou des McGill? Ouais, mais dans le fond, tu sais, j'ai eu la chance aussi là, d'aller remplacer une game avec les Gorgas là, dans cette année-là au Cégep. Puis il y a vraiment une différence là, au niveau de la force des garçons. Puis je pense qu'il y a des développements aussi là, athlétiques qui sont pas similaires, autant dans le hockey féminin que dans le hockey masculin. Par contre, ça s'améliore vraiment chez les filles. Puis tu sais, faut pas oublier qu'on jongle beaucoup hockey-école à ce niveau-là. Donc, être à notre top performance, c'est quand même difficile quand tu te lèves. Tu pratiques à 6h30, tu as une journée complète de classe, puis le lendemain, ben, tu te couches tôt parce que tu as une journée de classe puis tu as une game le soir. T'sais. Fait que c'était vraiment des horaires quand même plus difficiles. Puis c'est un petit peu le même principe aussi à l'université, c'est que tu jumes aussi beaucoup tes études avec ton hockey, puis ça te donne un peu une meilleure organisation, puis je pense une meilleure structure aussi au bout là, pour t'aider à juste traverser certaines épreuves de temps, des fois que tu as dans le futur, dans la vie, après les études. Donc, je pense que c'est vraiment un plus que ça peut te donner. Puis, c'est vraiment, comme je disais, le hockey masculin puis le hockey féminin, surtout universitaire, les gars arrivent plus tard après leur carrière junior, fait qu'il y a encore un plus grand step entre le hockey féminin et le hockey masculin. Sauf qu'on le voit, le plus qu'on va développer les filles, plus qu'il va y avoir de filles qui vont travailler, plus que notre hockey féminin va se développer, ça va être un meilleur calibre qui va venir, c'est sûr. Un peu comme les gars dans le temps, tu sais,
quand ils ont commencé en 1906 ou 7, ça devait pas être la même vitesse de hockey puis le même genre, là, tu sais. Fait que je pense que si tu ramènes ça dans 20 ans, ça va être peut-être un autre calibre, ça va avoir beaucoup plus de développement sous la ligue professionnelle qui vont pouvoir permettre aux filles de s'améliorer puis de grandir encore plus dans ce sport-là. Et toi, au niveau de gardienne, dans le niveau collégial et niveau universitaire, c'est quoi les challenges que tu as eu à surpasser pour être capable d'avoir un niveau de jeu qui reste quand même au niveau collégial et au niveau universitaire pour que ça reste en forme puis réussir à démontrer que tu avais ta place à cet endroit-là? Je pense que c'est vraiment un travail continuel. Je pense qu'à tous les jours, il faut que tu embarques sur la glace puis tu veux t'améliorer à ce niveau-là. Déjà, entre le cégep et l'université, il y a quand même un step, quand même une épreuve de talent aussi. Tu sais, les femmes sont plus développées, les femmes sont plus fortes, les femmes sont plus physiques. Puis quand tu arrives dans ta première année versus ta cinquième année, c'est deux mondes complètement différents. Donc, je pense que au cégep, j'étais vraiment comme en passant au hockey et à l'école. Puis quand je suis allée à l'université, je pense que j'ai rajouté même l'entraînement hors glace là, qui était rendu une priorité avec l'école de hockey pour continuer de m'améliorer, puis éventuellement là, jouer dans le prochain niveau s'il y en avait un qui se créait d'ici mes 5 ans d'université. Donc, c'était Et pas mal ça. justement, tu as 5 années d'université, si je me souviens bien, tu as 2 ans au cégep. C'est quoi les études que tu as fait? Et est-ce qu'il y avait un lien un peu avec l'emploi que tu as avec le Phoenix maintenant? Un petit peu un lien. En fait, moi, je suis kinésiologue aujourd'hui. Donc, j'ai fait 6 ans, en fait, à l'université là, avec l'année de la COVID. Vu qu'on n'avait pas joué une année, on avait une année d'extra. Donc, j'ai fait mes sciences nat au cégep. Puis ensuite, je l'ai fait en 2 ans. Donc, c'était quand même une charge très lourde. Là. Souvent, côté athlétique, on va le faire en 3 ans pour aider avec notre horaire de sport. Puis j'ai décidé de le faire en 2 ans. Puis quand je suis arrivée à l'université, c'est là que j'ai décidé un petit peu plus d'étirer mon programme, prendre plus de temps pour le faire, parce que je savais que ça pouvait avoir des impacts tu sais, sur mes notes, parce que je l'avais vu au cégep un petit peu. Et à l'université, j'ai vraiment fait mon bac en kin. Ça m'a pris dans le fond 4 ans de le faire. Puis ensuite, j'ai fait ma maîtrise là, en physiologie de l'exercice. Donc, c'est en kinésiologie, mais c'est plus du côté de l'exercice. Fait que, tu sais, rester dans le sport, ce serait vraiment quelque chose que j'aimerais aussi, là, vu que c'est relié un peu à mon domaine d'études. Et à travers tes années à l'université, est-ce que tu as eu la chance, en fait, c'est un peu une question à deux volets, là. Est-ce que tu as eu la chance de rencontrer certaines femmes ou hommes qui t'ont marqué dans ton parcours et qui t'ont donné certains conseils que tu as fait, oh, ouais, ça va m'aider pour mon développement à titre de joueuse et peut-être même de coaching, parce que je ne sais pas exactement si à l'université, tu avais une idée que tu allais coacher à un certain point dans ta carrière. Euh, Comme il y a deux volets, je vais répondre à la première de coaching. En fait, on avait aussi des moments qu'on pouvait coacher avec l'Université McGill. Donc, on pouvait aller aider avec certaines écoles de hockey pour coacher. Donc, ça nous a ouvert l'esprit dès notre première année. Euh, Puis du côté aussi de personnes que j'ai rencontrées, en fait, j'ai rencontré un de mes mentors aujourd'hui qui était mon entraîneur puis qui m'a donné la passion vraiment d'entraîner. Puis je pense que c'est la première personne que j'ai contactée quand j'ai coaché au Phoenix. C'était mon entraîneur Peter Smith. Je pense que c'est un des plus grands mentors que tu peux avoir. Ça faisait 20 ans qu'il coachait les Martlets de McGill, puis ça faisait 20 ans qu'il était là dans le programme. Donc, c'était vraiment une très bonne personne puis un très bon mentor pour moi. Puis, l'autre côté aussi, j'ai rencontré quand même beaucoup d'Olympiennes. J'ai vraiment été chanceuse. Une petite anecdote ici, j'ai eu Marie-Philippe Poulin qui shootait sur moi dans mes pratiques à l'université. Fait que je pense que ça a été juste un plus aussi à ce niveau-là. Puis j'ai aussi rencontré là, des excellentes gardiennes qui ont eu la chance de passer au programme de McGill, comme Charlène Labonté et puis Kim Saint-Pierre. Donc, j'ai vraiment été gâtée là, à connaître ces personnes-là au moment où j'ai pu les connaître dans mon parcours universitaire. Et ça me fait penser, là, tu parlais de Marie-Philippe Poulain qui t'offrait quelques lancers dans une pratique. Est-ce que ce qu'on entend dire qu'elle a un lancer vraiment foudroyant, vraiment surprenant, est-ce que c'est vraiment le cas? Ouais, je pense que c'était, tu sais, le but, c'était d'essayer d'en arrêter au moins une en pratique. Fait que je pense que si tu étais capable d'en prendre une puis de la garder, ben, tu venais de réussir ta pratique. Surtout que, tu sais, elle évolue à un niveau vraiment supérieur à ce niveau-là. Fait que c'était vraiment ça. Mais plus que ça avançait, plus que tu sais, j'aimais ça la challenger. Fait que plus que je me donnais des plus grands défis. Puis, non, son tir, c'est vraiment un des tirs exceptionnels qu'on a vu dans le hockey féminin. Et parlant justement de hockey féminin avant de se diriger vers le Phoenix, là,
toi, étant une joueuse qui a eu la chance de jouer avec la Force de Montréal, qui était l'ancienne ligue professionnelle de hockey féminine, il y en avait quand même deux ou trois, si ma mémoire est bonne, avant vraiment que on voit la Ligue professionnelle de hockey féminine se développer et partir leur saison inaugurale. Pour toi, ça représente quoi? Si tu peux nous donner un peu une idée, ça représente quoi le fait d'avoir une ligue professionnelle maintenant qui permet aux joueuses de pouvoir jouer à un certain niveau et surtout, je pense qu'il y a une des choses les plus fun puis que ça va évoluer, je le souhaite, dans les prochaines années, avoir un salaire fixe à chaque année. Puis c'était aussi, ça représente quoi pour toi le fait de voir ça pour les joueuses et joueuses qui sont là présentement? Je pense que c'est un accomplissement incroyable, là. Vraiment, les filles sont, tu sais, sont chanceuses. On ne voit pas qu'on est chanceuse d'être là parce qu'on se bat quand même pour faire tu sais, l'équipe. Puis tu te bats pour avoir un salaire. Puis tu te bats pour comme faire partie des 6 équipes parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais je pense que c'est vraiment une opportunité qui est incroyable. Puis je pense que tu sais, c'est juste de bien représenter les personnes qui ont passé avant toi aussi, un peu comme Marie-Philippe disait. C'est un honneur de jouer pour ces personnes-là qui n'ont pas pu jouer, mais c'est toujours un honneur aussi de nous rappeler que ces personnes-là ont vraiment ouvert l'esprit aux gens pour que nous, on ait cette ligue-là. Donc, c'est vraiment pour vrai une opportunité qui est incroyable, puis ça va durer longtemps. Ben, honnêtement, on le souhaite, surtout de la façon dont ça a été fait depuis le début. On voit vraiment une structure, on voit vraiment des gens qui sont impliqués pour avoir une longévité et surtout s'assurer que les femmes soient vues. Je pense que le fait de les avoir vues au match des étoiles hier pour le match 3 contre 3, je crois qu'on va les voir dans le concours d'habileté ce soir. Pour toi, tu vois ça comment un peu le fait que ces femmes-là soient présentes au match des étoiles? Qu'est-ce que tu penses que ça peut apporter? Je pense que c'est juste un plus. Je pense que, tu sais, on a créé cette ligue-là, puis les filles étaient. En fait, moi, je dis on, mais les filles ont créé cette ligue-là, vraiment, ils ont travaillé fort pour cette ligue-là. Puis aujourd'hui, je pense que les récompenses des voir-là vont juste faire en sorte que toutes les petites filles qui vont les voir vont avoir un rêve un jour. Puis comme on dit, tant que tu le vois pas, tu y crois pas. Ben là, ils peuvent le voir, ils peuvent le croire, puis avoir une belle visibilité comme ça fait juste peut-être donner encore plus de petits rêves aux petites filles et aux petits garçons là, qu'il y a dans les estrades, derrière la télévision ou qui sont là à les regarder. Fait que c'est une grandeur de rêve, une grandeur tu sais, plus un impact que juste eux sur la glace, mais vraiment un impact là, mondial. Et toi, étant une ancienne joueuse de la Force de Montréal, là, on parlait d'une blessure dernièrement qui a causé que cette année, tu n'es pas en action dans une ligue, à ma connaissance. Est-ce que c'est un travail de vouloir peut-être percer un alignement l'année prochaine dans la LPHF? Ouais, LPHF. Effectivement, ouais, je veux vraiment percer l'alignement. Puis je pense que ma rehab elle a commencé dès la journée que je me suis fait opérer. Puis après ça, ça va vraiment plus dans le positif. Donc dès cette journée-là, on est dans le mindset que on va arriver à avoir un camp d'entraînement puis se donner à 100% pour avoir un spot. Et pour réussir à avoir un accès à ces camps d'entraînement-là, comment ça fonctionne du côté de la LPHF? Est-ce qu'on a des invitations? Est-ce qu'on attend le draft et on espère être repêché? Comment on fait? Mais cette année, c'est un petit peu différent. Là. Je ne sais pas exactement tout à fait. Là. Je sais qu'avec mon agent, on va en discuter là, pour être capable de voir les portes d'entrée possibles. L'an passé, c'était vraiment le draft. Donc, moi, je me suis inscrite au draft. Puis, une fois que j'ai eu ma blessure, j'ai parlé avec les équipes. Puis, j'ai dit qu'il n'y avait pas de chance que j'allais jouer cette année. Donc, ça valait pas la peine de me drafter. Donc, cette année, ça va être à voir est-ce que je passe par le draft, est-ce que je passe par une invitation. Ça va être vraiment là, jour le jour. Là, dès que la Ligue va être plus vers la fin, là, plus vers, avant les séries un petit peu, là, pour être sûr qu'on soit capable de voir qu'est-ce qu'il y en est. Mais à ce niveau-là, c'est vraiment jour le jour. Je n'ai pas tant de réponse concise pour toi, mais éventuellement, je vais pouvoir peut-être plus te répondre en détail. Mais de ce qu'on comprend, tu as eu des discussions pour potentiellement être repêché cette année. J'ai parlé avec quelques équipes. Est-ce que c'était des discussions qui étaient vraiment à 100% d'intérêt? Pas nécessairement. On a juste discuté de qu'est-ce qui était arrivé de l'événement, puis on a appelé les DG pour savoir qu'est-ce qui se passait aussi là, de la possibilité de rentrer dans leur équipe. Puis ça a juste à donner qu'on n'est pas allé plus loin dans les discussions. Donc, j'ai pas un oui, j'ai pas un non à cette question-là, mais à voir où ce que ceci aurait pu m'amener. Et là, le questionnement le plus grand qu'on a en ce moment.
tu as la blessure, tu réalises donc que tu ne peux pas jouer dans la prochaine année pour te réhabiliter et soigner ta blessure. Comment le travail d'être, je sais pas le terme exact, je pense que c'est coach des vidéos avec une équipe junior. Comment c'est, premièrement, on va commencer par ça. Comment le poste est arrivé, tu as eu cette possibilité-là avec le Phoenix? Ouais, dans le fond, j'ai eu mon entraîneur de gardien avec qui je m'entraîne l'été, Olivier Gervais, qui s'est fait engager au Phoenix comme entraîneur de gardien. Donc, à ce moment-là, il a parlé avec le DG puis il cherchait un coach vidéo. Oli et moi, on avait des bonnes discussions sur que je voulais rester dans le hockey, puis je voulais quand même rester aussi impliquée pour pas non plus, tu sais, je pense, enlever la motivation que j'avais ou perdre la passion envers le hockey suite à toute la réhabilitation que j'avais à faire. Donc, on a décidé vraiment là, avec le Phoenix de prendre une chance. Puis en rencontrant le DG, il m'a offert le poste. Puis ça a vraiment cliqué. C'est comme ça que j'ai eu le poste. Et une coach des vidéos, peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi l'objectif de ton travail avant que tu deviennes coach sur le banc? Ouais, dans le fond, c'est vraiment tout ce qui est sur la glace. Donc, tu vas tout découper partie par partie, morceau par morceau, les jeux qui se passent sur la glace pour aider les coachs à voir exactement où est-ce qu'on a des failles, des fois dans notre jeu, ou comment avoir ou percer les failles de l'autre équipe. Donc, ça va être vraiment séquence par séquence. Puis, une fois que tu arrives entre les périodes, les coachs sont capables de voir directement la séquence que tu as coupée en direct. euh, Qu'est-ce qui est, par exemple, là, à travailler ou qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour faire plus de buts, par exemple. Là. C'est des exemples, mais c'est vraiment découper le match en détail. Là. Donc, il faut que tu connaisses ton hockey, il faut que tu connaisses les termes pour être capable d'avoir quand même un bon fonctionnement comme coach vidéo. Un peu de technologie aussi. As-tu eu à faire des montages ou de travailler avec des applications de montage pour réussir à faire ce job-là? Non, ils ont vraiment plus toute leur équipe marketing, communication et tout. Donc, c'est pas moi qui s'occupe de ça. Moi, je m'occupe vraiment plus du programme directement là, qui s'appelle Exos avec le coach vidéo. Donc, c'est vraiment découper les séquences selon des touches qui sont assignées. Fait que c'est vraiment plus OK. simple, là. OK, je me disais, si tu as eu une formation pour réussir à faire ça, ça doit être une autre partie de ton travail qui devient plus complexe que nécessairement le travail en soi. Et là, tantôt, tu parlais que c'était une opportunité qui est apparue pour devenir coach sur le banc. Peux-tu nous parler un peu là, de ce moment-là où tu as appris que tu serais techniquement la deuxième coach de la LHJMQ dans l'histoire? C'est quand même quelque chose, là. C'est un honneur, honnêtement. Ouais, exactement. Puis, tu sais, je pense que tu le réalises pas quand tu es dedans jusqu'à temps que les gens viennent te voir. Puis, tu sais, de la façon que ça s'est passé, on était sur la passerelle, on s'en allait découper un match. Puis, le léger, Phil, il me dit Ah, t'aimerais-tu ça être en arrière du banc? Ça doit être une joke. Tu sais, je suis partie à rire. C'est même pas vrai, tu sais. Puis après ça, continue. Deux, trois games plus tard, on se reparle. Puis, on dit Ouais, finalement, t'aimerais-tu ça vraiment être en arrière du banc? Tu sais, c'est quelque chose qui t'intéresse. Puis là, ben, j'ai comme resté un petit peu plus surpris, mais j'ai encore dit, tu sais, c'est une joke. Là. Ils veulent me niaiser, les gars, veulent pas. Tu sais, c'est le fun avec l'équipe, la famille du Phoenix. J'ai dit, c'est sûr que ça doit être des blagues ici et là. Finalement, il était vraiment venu voir, puis il a commencé à sortir les dates, il a commencé à sortir tous les moments que je devais être là, puis j'ai fait comme, oh, c'est vraiment sérieux, là. Donc, c'est vraiment vrai, là, ce qui se passe. Là. Je pense que c'est là que j'ai vraiment fait comme, OK, I'm ready. Genre, je vais prendre tous les jeux que j'ai faits dans mes années universitaires, tous les jeux que j'ai faits à la force, je vais tout review mon plan de match que moi j'ai travaillé avec, puis je vais tout review le plan de match que le Phoenix travaille avec pour être d'arriver prête puis aider les gars le plus possible. Parce qu'on était quand même sur une séquence de 5-6 défaites avant Noël, donc on voulait pas nécessairement continuer là-dedans. Puis pour cette raison-là, tu sais, moi, au début, c'était vraiment pour le bienfait de l'équipe là, de gagner, puis c'était pas vraiment là, pour mon bienfait à moi. Donc, j'ai pas pensé à OK, moi, je suis derrière le banc, donc il va y avoir tu sais, une grosse explosion sur les réseaux sociaux. C'était pas ça du tout, là. C'était vraiment plus comme OK, c'est quoi la prochaine étape pour qu'on gagne, puis qu'on on s'assure tu sais, d'avoir une bonne place au classement tant que Gilles n'est pas là. Puis, donc, c'est après ça que j'ai comme tout réalisé qu'est-ce qui se passait. Puis c'est là que j'ai comme compris qu'il y avait un gros momentum qui se passait. Là. Puis c'est là que j'ai appris que j'étais la deuxième coach là, qui était là sur le banc. Donc, tout s'est décalé là, en dedans de comme quoi, une ou deux journées, mais dans ma tête, on dirait que ça a pris comme 30 secondes. Et as-tu eu des gens où tu as été surprise, qui t'ont téléphoné pour te féliciter de cet exploit-là, de pouvoir être, ben, de cet exploit-là, cette possibilité-là qui s'amenait devant toi? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont écrit, tu as fait, oh wow, c'est cette personne-là, mais.
me Ouais, je pense félicite que de. c'est vraiment, là, je pense que ça, c'était incroyable de voir tout le monde me texter pour ça. Puis justement, là, Mario, là, qui est en tête de la Ligue, la GMQ, je dirais pas son nom de famille, j'ai un petit peu plus de misère, mais tu sais, lui, il m'a félicité, il m'a texté. Tu sais, j'ai eu tellement de gens qui m'ont écrit. Je pourrais même plus dire qui m'a écrit tellement qu'il y avait de gens, mais je pense que selon tous les textes que j'ai eus, 100% des textes, je les ai appréciés, puis 100% des textes, j'étais vraiment contente d'avoir un petit message de la personne pour m'aider ou pour me féliciter. C'était vraiment apprécié. Et là, ça, c'est ma curiosité la plus grande. C'est comment ça s'est passé quand tu es arrivé sur la glace, puis là, il fallait que tu donnes des informations aux joueurs. Comment c'était perçu par l'équipe? Est-ce que tout était smooth? Comment les joueurs ont perçu ton arrivée? Mais en fait, j'avais été aux pratiques un petit peu, donc tu sais, j'avais déjà une couple de connexion avec les gars, mais rien de vraiment plus profond là. Tu sais, je connaissais leur nom un petit peu, puis des fois je mélangeais leur nom puis leur numéro encore parce que tu sais, je les vois d'en haut, pas nécessairement d'en bas. Donc, ça a vraiment été comme un petit choc au début. OK, comment je me prépare? Puis je pense qu'il y a eu le petit stress nerveux, là, comme on parlait un petit peu au début. Puis, euh, en fait, ils m'ont fait faire le starting five. Donc, le starting five, c'est que tu dis c'est qui les 5 joueurs qui vont commencer sa glace pour le match. Donc, je pense que j'ai juste cassé la glace là. On a fait un bon petit beat. On a sorti avec c'est une bonne petite vibe de tout ça. Donc, ça, c'était juste incroyable. Je pense que c'est de là que j'ai ramassé un petit peu la confiance des gars. Puis, en plus, ma première fois, c'était au Colisée, là, au Centre Vidéotron à Québec. Donc, c'était vraiment gros. Puis, c'était juste incroyable, là. Les gars étaient smart. Puis, plus que je connaissais, mettons, le nom des gars, plus que je créais des relations avec eux, plus que je leur donnais des cues, plus qu'ils voyaient que je connaissais le hockey, puis plus qu'ils savaient mon background, ben, plus qu'ils avaient confiance. Donc, ça allait juste dans le positif ensuite, là, à ce niveau-là. Honnêtement, quand on appelle un bain de feu, de faire le starting five, tout ça au centre Vidéotron, c'est quand même assez. On peut quasiment dire que c'est digne d'un film, de dire tu commences quand même sur une grande salle. Comment ça a été de faire le premier match au Palais des Sports à Sherbrooke, d'être devant tous les fans du Phoenix? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus te voir? Comment la première journée s'est faite? Ouais, je pense que, tu sais, j'avais déjà eu la grosse sommage aussi, là, qui avait été fait au centre Vidéotron. Donc, 15 000 personnes qui t'applaudissent dans un centre, tu l'entends, tu n'étais plus capable de parler aux gars en avant de toi parce que c'était tellement fort. Puis je pense que quand je suis arrivée au Phoenix, c'était un petit peu ça aussi, là, tu sais, au début du match, j'étais vraiment plus... on était là, c'était la deuxième game qu'on faisait, donc, tu sais, la troisième game, c'est moi qu'on faisait, donc, la deuxième, la troisième, en tout cas, c'est une des deux ou troisième game qu'on faisait, puis, tu sais, tout le monde voulait être là pour voir OK, comment je coach, comment je vais faire ça. Puis je me souviens, tu sais, tout le monde était là, c'est plein aujourd'hui, c'est plein aujourd'hui. Puis j'étais comme, ah ouais, genre, ça va être cool. Mais le but dans tout ça, c'est de rester concentré sur la game puis sur le match. Donc, oui, je le ressentais un peu quand que, tu sais, j'avais soit mon nom qui avait été dit ou soit que, tu sais, les gars étaient comme, hey, Tri, ils ont des questions ou les gens me textaient, mettons, ah, Tri, on va être là à soir. Comme ça, c'était vraiment quelque chose qui était gros pour moi, puis tu sais, je l'appréciais. Mais je pense que je me concentrais vraiment plus sur OK, à soir, qu'est-ce qu'on fait pour gagner, puis où est-ce qu'on s'en va avec ça. Là. C'est vraiment ça mon plus. Là, puis je pense qu'après notre première victoire, là, justement, contre l'Armada, au Palais des Sports, ça a juste fait du bien, puis on est reparti sur le winning streak après. Donc, c'était là que j'ai su que ça avait comme eu un petit impact, là, puis on a changé l'énergie, puis on a amené l'énergie positive sur le banc, puis je pense que ça a parti de là. Et c'était quoi l'élément le plus un peu challenging que tu as vécu depuis que tu es derrière le banc? Pas nécessairement avec un joueur, peut-être avec des réactions d'arbitre, des décisions à prendre. Est-ce quelque chose que tu as fait, OK, ça c'était vraiment un des plus gros challenges que j'ai vécu jusqu'à présent, là, depuis que j'ai commencé à coacher derrière le banc? Je pense que c'est de savoir comment chaque gars prend le feedback. Je pense que c'était vraiment ça le plus dur. Tu sais, j'ai eu la chance de coacher avec Joe aussi, Jonathan Deschênes, qui était là comme en chef. Donc, tu sais, il a fait une super de job. Et tu sais, il m'a aidé dans tout ce que je faisais. Et on parlait entre les périodes, on discutait de comment apporter du feedback à certains gars. Mais je pense que, tu sais, il y a des gens qui sont vraiment plus ouverts au feedback que d'autres quand tu es en pleine action. Je pense que c'est ça qui est arrivé aussi à ce niveau-là, c'est qu'il y avait des gens qui étaient vraiment ouvert, puis t'en avais d'autres qui étaient pas ouverts. Fait que des fois, c'est comme un choc qui fait ah, peut-être qu'il prend pas mon feedback parce que je suis une fille, ou peut-être qu'il prend pas mon feedback parce que tu sais, il croit pas en ce que je dis. Mais
au bout de la ligne, ben, c'est peut-être juste parce que cette personne-là ne veut pas avoir de feedback dans le game ou il aime mieux voir ses chiffres après la game. Tu sais. Donc, je pense que c'était plus ça mon choc. Tu sais, si je m'attendais que tout le monde, mettons, soit réceptif ou des choses comme ça, finalement, c'est. Il y en a qui sont, il y en a qui ne sont pas, il y en a qui sont plus high en énergie, il y en a qui sont vraiment plus low, puis il y en a qui. Tu sais, il y en a qui c'est vraiment. Un exemple, là, il y en a qui c'est de caler d'autres gars là, pour être plus dans sa game puis comme de continuer là-dedans. Donc, c'était vraiment plus, mettons, de s'adapter à ça qui était le plus dur. Et là, tu disais tantôt que c'est un peu temporaire ta présence avec comme coach dû au fait qu'il y a quelqu'un qui est absent. Est-ce qu'on sait un peu si tu vas être derrière le banc jusqu'à la fin de la saison? Est-ce qu'on le sait que le coach en question revient dans quelques semaines? C'est quoi les plans avec l'équipe? Dans le fond, il est déjà revenu. Lui, c'était pour le championnat mondial junior. Donc, il était là, je pense, pour 9 games ou 10 games qui n'étaient pas là. Donc, il est revenu là, à partir du 7 janvier. Il était de retour. Puis, je suis retournée là, pour le mois de janvier là, à mon poste coach vidéo. Et est-ce qu'il y a des plans pour l'avenir de toi qui prends un poste de coach, peut-être avec le Phoenix? Est-ce qu'il y a d'autres équipes qui t'ont approché pour coacher? Est-ce que c'est dans tes plans dans le futur? Je me, je me suis pas encore avancée là-dessus. Tu sais, j'ai pas ouvert de porte tout à fait. J'ai pas regardé avec ça. Puis, je pense que, comme je le dis souvent, je le vis jour le jour. Puis, advienne ce qui adviendra. En ce moment, on est en rehab. En ce moment, je me concentre sur le présent parce que voir dans le futur, je pense qu'il y a tellement de portes qui peuvent s'ouvrir. Puis, il y en a d'autres aussi qui peuvent se fermer. Puis, je pense que c'est vraiment là qu'on va voir là, quand je vais être rendue là. Mais pour l'instant, j'ai pas de réponse à ça, j'ai encore le jour le jour. C'est bien correct. Puis, moi, j'ai une question dirigée un peu plus vers la Ligue professionnelle de hockey féminine. Je me demande un peu ta vision là-dessus. Toi, tu verrais ça comment, la continuité de cette ligue-là? Est-ce que tu crois que ce que ça pourrait bénéficier plus aux joueurs, c'est d'avoir une expansion de 6 autres équipes l'année prochaine? Est-ce que tu as eu peut-être des pourparlers avec certaines personnes qui t'ont dit, ah ben, leur plan, c'est telle chose? Est-ce que tu as un peu une idée sur qu'est-ce qui pourrait être une bonne, un bon moyen de faire grandir cette ligue-là? Mais je pense qu'une des grandes, tu sais, puis il y en a pas, j'en ai pas parlé avec beaucoup de gens tout à fait encore, là, mais je pense qu'une des grandes failles aussi qu'on a vu un petit peu, c'est vraiment le côté du développement, de passer de l'université à pro, c'est un gros step. En plus, avec les filles qui vont déjà avoir joué cette année, le développement de hockey va être encore meilleur, va être encore plus vite. Donc, d'avoir une équipe de développement entre, un petit peu comme les Rockets de Laval avec le Canadien, mais quelque chose entre le step junior, mettons, qu'on a au hockey masculin. Après ça, tu as la Ligue américaine. Après ça, tu as la NHL. Ben là, ça serait ça qu'on voudrait voir. Mettons, nous, c'est plus côté université. Donc, après l'université, c'est d'avoir un point de développement, puis ensuite avoir la Ligue professionnelle pour avoir plus aussi de filles qui jouent et avoir un plus grand bassin là, auquel tu peux aller piger si jamais il y a des blessures, si jamais il y a des changements dans l'alignement. Un peu comme on a vu avec Arbor Xekage, monter, descendre. Donc, je pense que c'est ça qui un petit peu va être à voir là, dans les prochaines années. Est-ce que ça va être ça qui vont se prioriser? On ne sait pas tout à fait encore c'est quoi la priorité pour commencer. Est-ce que ça va être un club d'expansion? Est-ce que ça va être les clubs de développement? Je pense que ça va être vraiment là, étape par étape. Puis, ils ont des bons gestionnaires, donc je pense qu'avec les gestionnaires qu'ils ont, ils vont pouvoir prendre des excellentes décisions envers le futur du hockey féminin. Parce que, tu sais, quand tu regardes ça dans les dernières semaines, tu sais, on parle beaucoup de rivalité qui est déjà créée, exemple, entre Montréal et Toronto. Tu sais, j'ai vu quelques matchs et quelques extraits où on voit les esprits s'échauffer beaucoup, on voit les filles être beaucoup plus physiques après quelques matchs. Tu sais, c'est ça, je me posais la question derrière moi en me disant, tu sais, si on vote pour une expansion, c'est on veut chercher comme un bassin plus grand pour permettre à ce que les équipes ne jouent pas tout le temps contre les mêmes équipes régulièrement. Mais tu marques un bon point de dire que le développement pourrait être une meilleure peut-être facette de se diriger pour permettre une transition de l'université au pro et tu sais, une meilleure qualité de jeu et de transition. Fait que j'ai hâte de voir leur décision à travers ça parce que un va affecter l'autre. Une expansion va mettre un niveau de jeu des équipes plus fortes et moins fortes, mais un développement permet comme une homogénéité entre tout ça. En fait, c'est un suivi qui se fait mieux. Fait que je sais pas, j'ai hâte de voir quelle option ils vont choisir. T'as-tu eu la chance d'aller voir un match en live d'une des équipes? Ouais, j'ai vu en fait Montréal, là, leur match d'ouverture à Verdun, là, j'ai eu la chance d'y aller, puis c'est vraiment incroyable là, pour vrai. Il y avait
vraiment là, un beau, bel événement. Il y avait tout, là, la musique était là. La game était incroyable. Elle a fini en OT. Tu sais, il y a eu des buts acceptés, des buts refusés. C'était vraiment un changement complètement là, d'émotion à l'autre dans le match. Donc, c'était vraiment incroyable. Puis je pense que la foule de Montréal, c'est une des meilleures foules aussi au hockey. Donc, c'était incroyable d'avoir le support puis de voir tous les gens qui sont là, là. Tu sais, d'habitude, tu es sur la glace, fait que tu réalises pas qui est là, qu'est-ce qu'il y en a dans les estrades. Mais là, d'être dans les estrades, c'était fou l'énergie qu'il y avait, puis c'était vraiment cool. Puis, tu sais, au niveau du développement du hockey féminin, je pense que peu importe quelle avenue ils vont prendre, ça va faire un plus. Puis, ça va être de voir quel qui décide de prendre pour la prochaine année. Mais éventuellement, les deux vont se faire. Donc, ça va être quelle année ils vont faire quoi. Mais c'est ça. Ouais, c'est sûr, il doit y avoir un plan. J'ose croire qu'il doit y avoir un plan détaillé sur plusieurs années de qui va faire quoi, vers où on se dirige. Euh, je me demande aussi, tu sais, il y a un des sujets qui a été abordé beaucoup dans le sport féminin, tant le soccer que le hockey, que le basket, c'est la visibilité que les femmes ont avec le sport. Maintenant, on a quand même RDS qui offre plusieurs matchs, Sportsnet qui en offre d'autres. Toi, en tant que joueuse, est-ce que c'est quelque chose qui peut peut-être être plus challengeant, de dire qu'il va y avoir une médiatisation qui va être différente au niveau du sport féminin? C'est-à-dire, on va t'obliger peut-être à aller parler devant la caméra plus régulièrement, on va t'obliger à aller faire des spots médiatiques pour amener le sport à être plus vu. Ouais, surtout, je pense qu'à Montréal, tu sais, si tu viens à venir à cette équipe-là, je pense que c'est une des plus médiatisées, comme tu Mm. disais. Puis je pense que c'est là que tu as vraiment là, le sentiment là, des médias. Je pense que dans d'autres places, c'est pas tout à fait exactement pareil. Là. Autant quand tu parles avec les gars de la Ligue nationale, je pense que Montréal, c'est la place où il y a le plus de médias. Mais quand tu vas dans d'autres équipes ou d'autres places, c'est pas pareil tout à fait. Mais juste d'avoir ça, c'est un plus de pouvoir te faire connaître, de pouvoir faire connaître le hockey féminin, de pouvoir faire grandir le hockey féminin au travers des médias, je pense que ça va être juste un plus. Puis, tu sais, je le cacherai pas, là, tous les matchs, là, je les regarde, puis un à un, qu'il y en ait deux qui roulent en même temps ou juste un à la fois. Des fois, c'est l'ordi en même temps que la TV, puis on essaie de toutes les écouter là, pour voir ce qu'il y en a. Et je pense que pas mal la dernière question que j'ai à travers ça, puis c'est une perception que j'ai le goût d'avoir de quelqu'un qui est vraiment dans le hockey féminin. Tu sais, quand on parle du championnat mondial junior hockey garçon, tu sais, c'est partout, on en parle partout, mais lui, fille, qui était 3 jours plus tard, et pas autant médiatisé. Est-ce que tu penses que la présence de la LPHF va faire grossir un peu le seul mot qui me vient en tête, c'est le hype autour du championnat mondial junior féminin? Ouais, je pense que oui. Je pense que qu'est-ce qui est arrivé aussi, c'est que, tu sais, au travers des années, on voyait souvent Canada-États-Unis jouer contre Canada-États-Unis, Canada-États-Unis, puis on voyait aussi les championnats mondiaux. Mais je pense qu'il y en a eu tellement aussi dans les dernières années que parfois le monde n'était pas aussi excité de voir un événement parce que ça, tu sais, ça faisait plusieurs fois qu'ils voyaient à la télévision ou des choses comme ça. Je pense que ça l'a juste passé un petit peu inaperçu parce que les gens pensaient peut-être que c'était relié à la ligue professionnelle. Mais ça ne l'était pas en fait. Puis c'était vraiment notre développement de hockey féminin au Canada qui était impacté sur ça. Mais je pense qu'une fois qu'il va y avoir un événement qui va se répéter à chaque année, un peu comme le Mondial junior, eh bien, ça va juste continuer de faire OK, il y a aussi les moins de 18 féminins à chaque année. Comme OK, on a associé le Mondial junior, mais parfait, il ne faut pas oublier, dans le fond, si le Mondial junior est là, les moins de 18 vont être là. Donc, je pense qu'à chaque année, une fois que le junior, il y en a tellement de monde qui le regarde, fait qu'il va y avoir des gens qui vont pouvoir aussi là, en parler du hockey féminin au travers du mondial junior. Donc, je pense qu'à chaque année, plus qu'ils veulent l'avoir en même temps, plus qu'on va avoir une meilleure idée là, que ça se passe en même temps ou quelques jours d'intervalle au mondial junior. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Tricia de Guire dans le futur, tant à titre de joueuse que potentiellement à titre de coach ou peut-être un autre avenue? Qu'est-ce que tu aimerais, que tu rêves un peu à pouvoir faire dans les prochaines années? Je pense juste garder ma détermination, ma passion, puis continuer dans le positif pour être sûr que ça continue, là, puis que le feu reste allumé dans cette aventure extraordinaire. Et pour le développement du hockey féminin, qu'est-ce que tu souhaites ou qu'est-ce que tu envisages de voir dans le hockey féminin pour permettre qu'un jour, peut-être qu'on va avoir une ligue à 32 équipes avec X tournois, X événements qui va mettre en valeur le hockey féminin? Ouais, de continuer d'honorer le hockey féminin, tu sais, pour les gens qui ont passé avant, les gens qui passent là, puis les gens qui vont être dans les prochaines vagues aussi. Puis je pense que c'est juste de continuer de médiatiser, puis de faire rêver encore plus là,
pour les filles, autant les jeunes que ceux qui jouent en ce moment, que ceux qui ont joué, ceux qui vont jouer aussi. Ben, merci, Tricia, d'avoir pris du temps avec moi aujourd'hui. Entraîneuse adjoint et entraîneuse des vidéos chez le Phoenix de Sherbrooke dans la LHJMQ. Hey, ça paraît que mon travail, c'est de parler à longueur de journée. Je déparle quelques fois. Merci honnêtement d'être prêté au jeu. Je trouve que c'est beau de voir le sport féminin grandir comme ça. C'était beau de voir, justement, comme on parlait tantôt, les Marie-Philippe Poulin, Sarah Nurse qui ont reçu tout l'amour du monde des gens qui étaient présents au match des étoiles. Honnêtement, il y a une évolution qui se fait. Puis, honnêtement, on va rester en contact dans les prochaines semaines à voir qu'est-ce qui s'en vient pour toi, puis on pourra en discuter davantage, là, dépendamment qu'est-ce qui se passe, qui sait. On se croise tes doigts, on te souhaite le meilleur. Puis pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Zach Langlois, j'ai le podcast Le Monticule et on a des discussions comme ça avec des gens qui percent les barrières du sport et honnêtement, c'était un plaisir de pouvoir discuter avec toi. Si tu ne me connais pas, tu partages, tu t'aimes, tu t'abonnes. Il faut d'évolution dans ce podcast-là parce qu'on veut avoir encore des belles discussions comme ça. Merci encore d'avoir été là avec moi, Tricia, et tout le monde, on se revoit pour une autre émission. Ciao!